Bienvenue à tous ceux qui ce soir ont choisi de franchir les portes du château de Blois. Bienvenue à tous ceux qui, en ce lieu sans pareil, vont parcourir avec nous 1000 ans d'histoire. Écoutez, écoutez bien. Cette demeure recèle un grand mystère. Elle est unique tout en étant quadruple. Vous avez cru découvrir un château, je vous en propose 4. Regardez. L'histoire du château commence au IXe siècle, quand un comte de Blois étend son pouvoir jusqu'à Chartres et jusqu'en Touraine. Thibaut, surnommé le tricheur, a élevé ici une citadelle. En ce temps-là, fut ouverte cette salle des États qui existe toujours. Seigneur comte de Blois, que ferez-vous de cette salle? J'y recevrai mes vassaux, j'y donnerai audience, j'y rendrai la justice. Donc, un château. Regardez encore. En 1397, le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, vous savez bien, le folle, acquiert la terre et le domaine. Son petit-fils montera sur le trône de France. Ce sera le roi Louis XII. Sire. En signe de mon attachement à ce château où je suis né, j'ordonne que l'on édifie une aile nouvelle à laquelle je lèguerai mon nom. Que l'on associe sur la façade de la cour intérieure les fleurs de lys aux hermines, afin que soient liés à jamais dans les cœurs le royaume de France et le duché de mon épouse bien-aimée, Anne de Bretagne. Donc, 2 châteaux. Regardez toujours. Un nouveau roi règne en France. François Ier, tout à la fois cousin de Louis XII et son gendre par cette Claude qui dans son verger fit naître une prune, la reine Claude. Mes plus bons souvenirs sont au château de Blois. Je vous en prie, mon cher époux François, faites-en une demeure digne de votre gloire. Ainsi en sera-t-il, madame, pour l'amour de vous. Cette façade à 2 étages, cette corniche, ce balcon, cet escalier à claire-voie, chef-d'œuvre de la Renaissance transposé d'Italie en France. Donc, 3 châteaux. Regardez. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, a reçu Blois en apanage. Il a conspiré toute sa vie contre le roi. Comment s'en débarrasser? Elle est ingénieuse, la solution que trouve Louis XIII. Mon frère, vous avez le goût des grandes affaires et j'ai celui des entreprises durables. Consacrez-vous à rendre votre château le plus beau du pays de Loire. Ne craignez point de dépenser. Je vous y aiderai. Comptez bien. Cela fait 4 châteaux. Ils n'ont rien de commun. Celui des comtes de Blois, celui de Louis XII, celui de François Ier, celui de Gaston d'Orléans. Pourtant, les siècles ont passé sans se contredire. Les pierres et les briques se sont harmonisées. Par le miracle de la lumière, surgit sous nos yeux, comme entrelacées, cette harmonie et cette grâce qui sont celles du Val-de-Loire. Place
à l'histoire. Les rois, les princes et les chefs de guerre sont prêts à entrer en scène. Mais avec eux, les uns et les anonymes, appelés à devenir les acteurs des complots, des fêtes, des amours, des violences, des saisons et des jours. 22 avril 1429. Une jeune fille de 17 ans, prise dans la chapelle. Elle se nomme Jeanne d'Arc. Un seigneur s'approche d'elle, un soldat. Il a 26 ans. Un jour, il sera maréchal de France. Qui va là? C'est moi. Gilles de Rais. Laisse-moi en paix. Pourquoi ces larmes? Je pleure ceux qui vont mourir par mon ordre. Je pleure les soldats qui vont rougir de leur sang la Loire à Orléans. Je pleure les enfants qui mourront du fait du siège. Je pleure même les Anglais que j'enverrai en terre. Tu renoncerais, Jeanne? Pour qui me prends-tu? Dieu m'a confié la mission de bouter les Anglais hors de France. Dieu me donnera la force qui me manque. Je jure, aujourd'hui, de ne plus te quitter, de chevaucher avec toi étrier contre étrier, jusqu'à la mort. La tienne ou la mienne? Va mettre la main sur le pied de guerre. Demain, nous partirons pour Orléans. Gilles, je rendrai Orléans au roi de France. Le 28 avril 1429, Jeanne, à la tête de l'armée, escortée du clergé qui chantait le Veni Creator, a quitté Blois. Elle prendra Orléans. Elle ira faire sacrer Charles VII à Reims. Au bout de la route, elle trouvera la trahison, l'ingratitude de celui qui leur a fait roi, le bûcher et la mort. Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être venu ce soir, vous, messires, et vous, mesdames, retrouver Charles d'Orléans, votre prince, à l'occasion de ce tournoi de poésie que j'aime tant, vous le savez, à présider. Venez autour de moi, messires les poètes. Je propose à votre inspiration un thème qui s'ordonnera autour d'un premier vers.
je meurs de soif auprès de la fontaine. Je me dois de vous donner l'exemple et d'ouvrir le feu. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Suffisance est, et si suit convoiteux. Une heure mais plus d'une quarantaine, droit et parfait, je chemine en boiteux. Très patient, plus que nul n'est piteux, je retiens tout. Et ce que j'ai, n'est-ce pas, à moi cruel et aux autres piteux, le neutre suit et s'y tient les deux pas. Merci, merci. Et maintenant, j'invite un concurrent inattendu à se faire entendre. Il s'agit d'un braconnier que mes gardes ont surpris, 2 lièvres à la main, dans l'une de mes forêts. Il eût été pendu s'il n'avait porté sur lui le meilleur des sauf-conduits, un poème. Par ma foi, le coquin a du talent. Merci, mon César. Nous allons écouter. Ta grâce est attachée à la qualité de tes vers, ne l'oublie pas. Je n'y aurai garde. Je meurs de soif auprès de la fontaine, chaud comme feu et tremble dent battant. En mon pays suis en terre lointaine. Les un brasier frissonnent tout ardent, nu comme un ver, vêtu en président. Je ris en pleurs et attends sans espoir, confort reprend mon triste désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir, bien recueilli, débouté de chacun. Super. Magnifique. Tu vas nous dire ton nom. Je n'ai point de raison, monseigneur, de le cacher. Je me nomme François Villon. Décembre 1501, une escorte de 600 cavaliers défile dans les rues de Blois. L'archiduc d'Autriche et son épouse, venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Le roi Louis XII accueille au château ceux dont l'histoire fera un couple lié à jamais sous le nom de Philippe le Beau et Jeanne la Folle. Près de lui, voici l'héritier du trône, le petit François, qui sera un jour François Ier. Frémissant de la jeune force qui monte en lui, il est toujours prêt aux exercices du corps et de l'esprit, aux joutes et aux tournois. Mais en cette année 1501, il tremble, François d'Angoulême. Le roi Louis XII, certes, ne peut le déshériter, mais il veut marier sa fille Claude de France au fils de l'archiduc, le futur Charles Quint. Les fêtes, les chasses, les soupers et les bals, qui durent 5 jours et 5 nuits, ne peuvent dissimuler la triste réalité. Eh bien, mon frère d'Autriche, nous voici en accord. Je donne ma fille Claude à votre fils Charles. Elle lui apportera en dot la Bretagne, la Bourgogne et le comté de Blois. Alliance contre nature. Privé de ses plus belles provinces, que va-t-il demeurer du royaume de France? Que restera-t-il à l'ambitieux François d'Angoulême lorsqu'il en héritera? Mais le peuple de France est là. C'est le peuple qui sauvegardera l'unité du royaume. Par la voix des États généraux, il va supplier le roi d'annuler le traité pour rendre à la France sa force et son unité. Louis XII donnera raison à ces sujets.
Claude n'épousera pas le fils de l'archiduc d'Autriche, mais son cousin François. Les rois de France, quand ils viennent à la couronne, font un serment si fort et si inviolable que tout ce qu'ils accordent ou promettent après n'est de nulle valeur dès lors qu'il s'agisse du bien ou de l'intégrité du royaume. François Ier, roi de France, par la grâce de Dieu, j'ordonne ici, en mon château de Blois, que l'on fonde la vaisselle d'or du roi Louis XII afin d'en retirer 1 million d'écus. Ainsi pourrai-je réunir les hommes, les armes et les chevaux pour conquérir en Italie ce qui est mon bien et ce qui est mon droit, Milan. Il est ici, parmi nous, le roi François Ier. Tenez, il traverse la cour, revêtu de son armure, portant son épée si lourde. Ce colosse, l'homme le plus grand de son temps, est le seul à pouvoir la soulever. Il est jeune, il est beau, il incarne l'image triomphante de la monarchie française. Le 4 juin 1515, il quitte Blois. À l'arrivée, un nom qui sonne comme une fanfare, Marignan.